Maintenant, on va essayer de voir le deuxième chapitre, calcul vectoriel et intégral. Donc, dans cette séance, on va d'abord voir quelques rappels sur les vecteurs et aussi on va rappeler quelques vecteurs comme l'opérateur gradient, l'opérateur rotationnel, l'opérateur divergence et l'opérateur laplacien. Donc, on commence par les rappels sur les vecteurs. Donc, on commence par la définition des coordonnées cartésiennes. Soit R3, un espace vectoriel rapporté à un repère orthonormé direct, et soit IJK, 3 vecteurs directeurs du repère. Un vecteur V est représenté dans un repère orthonormé OIJ, K, par les coordonnées cartésiennes suivantes. C'est-à-dire que si A est un vecteur, A sera écrit sous la forme AX multiplié par le vecteur I, plus AY multiplié par le vecteur J, plus AZ multiplié par le vecteur K. Ou aussi, il peut être représenté par la forme, c'est-à-dire X, AX, AY, AZ, sous forme vectorielle. Donc, par exemple, si on a un point M dans l'espace, et sera représenté par le coordonné sur l'axe des X, petit x, et le coordonné Y sur l'axe des Y, et le coordonné petit z sur l'axe des Z. Et aussi, le vecteur OM sera égal à x, y, z pour les coordonnées cartésiennes. Maintenant, on va essayer de voir la définition d'un produit scalaire pour des vecteurs dans R3. Et on écrit, soyons A est un vecteur dans R3 défini par AX, AY, AZ et B égale à BX, BY, BZ. Deux vecteurs de R3. Alors le produit scalaire des deux vecteurs A et B est un scalaire. Donc le produit de deux vecteurs, le produit scalaire de deux vecteurs va donner un scalaire et il est écrit sous la forme le vecteur A fois le vecteur B, c'est AX, AY, AZ fois BX, BY, BZ et sera égal à AX, BX plus AY, BY plus AZ, BZ, c'est-à-dire que le premier composant AX fois le premier composant BX plus le premier composant AY fois le deuxième composant AY fois le deuxième composant BY plus le troisième composant AZ fois le troisième composant BZ. Et puisque le résultat c'est un scalaire, et aussi on peut écrire le vecteur A fois le vecteur B sous la forme suivante. Le vecteur A fois le vecteur B, le produit scalaire, sera égal le module du vecteur A fois le module du vecteur B fois le cosinus de θ AB, avec θ AB est le plus petit angle entre les deux vecteurs A et B. Et on peut voir ici, par exemple, voilà le vecteur A et voilà le vecteur B. Alors, le produit scalaire des deux vecteurs A et B sera égal au module de A fois le module de B fois le cosinus de θ, avec θ le plus petit angle entre le vecteur A et le vecteur B. Aussi, on a les propriétés suivantes. Si A est orthogonal à B, alors l'angle entre A et B sera égal à pi sur 2. Donc le cos de pi sur 2 égale à 0. Et d'après cette formule-là, si le cos égale à 0, alors le produit scalaire de A fois B sera égal le module de A fois le module de B fois 0 égale à 0. Donc le vecteur A fois le vecteur B, le produit scalaire, va donner 0 si A est perpendiculaire à B ou orthogonal à B. Maintenant,
si les deux vecteurs A et B sont parallèles. Alors l'angle entre A et B sera égal à 0. Et ainsi, le cosinus de l'angle entre A et B égale le cosinus de 0 égale à 1. Et si vous remplacez dans cette formule le cosinus par 1, alors le produit scalaire A fois B sera égal au module de A fois le module de B, car le cosinus sera égal à 1. Et si A et B dans deux directions différentes, alors l'angle entre A et B sera égal à pi, donc l'angle sera égal à moins 1. Donc le module du produit scalaire A fois B égale le module de A fois le module de B si A et B sont parallèles. Maintenant, on va essayer de donner la définition d'un produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel de deux vecteurs A et B sera noté A vectoriel B. Et cette fois, A vectoriel B, le produit vectoriel, est un vecteur, c'est pas un scalaire, est un vecteur perpendiculaire, c'est-à-dire orthogonal au plan formé par les deux vecteurs A et B. Comme on voit dans cette forme-là. Donc voilà le vecteur A et voilà le vecteur B. Alors A vectoriel B est un vecteur qui est perpendiculaire, c'est-à-dire orthogonal, au plan formé par le vecteur A et le vecteur B. Donc A vectoriel B est un autre vecteur qui est perpendiculaire, c'est-à-dire orthogonal, au plan formé par les deux vecteurs A et B. Et le produit vectoriel des deux vecteurs A et B est donné par la formule suivante. A vectoriel B, A c'est AX, AY, AZ, et B c'est BX, BY, BZ. Alors le produit vectoriel de A et B sera donné par la formule suivante. D'abord, on commence par AY, BZ, moins AZ, BY. Et ça sera le premier composant. Le deuxième composant sera AZ, BX, moins AX, BZ. Et ça sera le deuxième composant. Et le dernier composant, c'est AX, BY, moins AY, BX. Et ça sera le troisième composant. Et l'amplitude du vecteur A vectoriel B dépend de l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. Et c'est quoi l'amplitude du vecteur A vectoriel B? C'est le module. On dit le module du vecteur A vectoriel B ou l'amplitude du vecteur A fois B. Donc l'amplitude du vecteur A vectoriel B, c'est égal le module de A fois le module de B fois sinus θ de l'angle θ entre A et B. Comme on voit, donc voilà l'angle θ entre A et B, voilà le vecteur A et voilà le vecteur B, et voilà le produit vectoriel nous donne un vecteur orthogonal au plan formé par A et B, c'est-à-dire A vectoriel B est orthogonal à A, et aussi elle est orthogonale à B. Et l'amplitude, c'est quoi l'amplitude? C'est-à-dire le module du vecteur A vectoriel B, c'est égal le module de A multiplié par le module du vecteur B multiplié par l'angle formé entre le vecteur A et le vecteur B. Et on a les propriétés suivantes. Donc le vecteur A vectoriel B, le produit vectoriel du vecteur A et du vecteur B, est orthogonal au plan formé par A et B, comme on voit dans
cette figure. La deuxième propriété, si A et B sont parallèles, alors l'angle θ entre A et B sera égal, soit égal à 0, l'angle entre A et B, θ sera égal à 0, ou θ égal à pi. Et on sait que le sinus de 0 égale à 0 et le sinus de pi égale à pi. C'est-à-dire, on va remplacer le sinus par 0 et par pi. Donc, l'amplitude de A vectoriel B sera égale à 0. Et si l'amplitude d'un vecteur égale à 0, alors A vectoriel B sera égal au vecteur nul. C'est-à-dire, il sera égal à 0, 0, 0. Et pour tout A et B, deux vecteurs de R3, on a A vectoriel B égale moins B vectoriel A. Donc, si on permute A et B, on doit multiplier par moins 1. Donc, A vectoriel B sera égal à moins B vectoriel A. Et on a aussi la formule du double produit vectoriel. Donc, A vectoriel B vectoriel C, ici c'est C, ce n'est pas B. Donc, A vectoriel B vectoriel C, ça sera A fois C, le produit scalaire, le tout multiplié par le vecteur B, moins A fois B, le produit scalaire, multiplié par le vecteur C. Donc ça sera un scalaire multiplié par le vecteur B, moins ça sera un scalaire multiplié par le vecteur C. Et ici, il y a une petite erreur de frappe, ça c'est C et ce n'est pas B. Maintenant, on va essayer de rappeler c'est quoi les coordonnées cylindriques dans un repère de R3. Donc, on peut passer des coordonnées cartésiennes qu'on utilise tout le temps vers les coordonnées cylindriques en utilisant le changement de variable suivant. Donc, x sera égal à r cos θ, y sera égal à r sinus θ, et z sera égal à z. Avec r sera la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et donc, θ sera un angle entre 0 et 2π. Et voilà la forme. Donc, ça, c'est le point M. Le point M, en coordonnées polaires, il sera de coordonnées R, θ et Z. Donc, θ, c'est l'angle entre l'axe des X et le point M. Voilà le parallèle à l'axe des X. Et voilà le point M. L'angle entre le parallèle à l'axe des X et le point M sera noté θ. Et R, c'est la distance entre le point M et la projection du point M sur l'axe des Z. Donc voilà l'axe des Z. Voilà la projection de M sur l'axe des Z. Donc la distance entre M et l'axe des Z sera égale à R. Et l'angle entre le parallèle à l'axe des X et le point M sera noté θ. Et Z, c'est quoi Z? C'est le coordonné cartésien ou aussi la projection du point M sur l'axe des X et sur l'axe des Z. Donc c'est ça les coordonnées polaires. Avec R, c'est la distance entre l'axe des Z et le point M, ou la distance entre petit z qui est la projection de M sur l'axe des Z et M, et θ est l'angle entre le parallèle à l'axe des X et M, et Z, c'est la projection de M sur l'axe des Z. Maintenant, pour la matrice jacobienne des coordonnées cylindriques,
est donné par. Donc, les coordonnées classiques ou cartésiens sont x, y, z. Donc, x c'est égal à r cos θ, y égale à r sin θ et z égale à r. Alors, la matrice jacobienne des coordonnées cylindriques est donnée par J, c'est égal à la dérivée par rapport à x de x par rapport à r, la dérivée de x par rapport à θ et la dérivée de x par rapport à z. La dérivée de y par rapport à r, la dérivée de y par rapport à θ et la dérivée de y par rapport à z. La dérivée de z par rapport à r, la dérivée de z par rapport à θ et la dérivée de z par rapport à z. Et on va utiliser ce changement de variable. Qu'est-ce qu'on a? La dérivée de x par rapport à r, c'est cos θ. La dérivée de x par rapport à θ, c'est moins r sin θ. Et la dérivée de x par rapport à z, c'est 0. La même chose, la dérivée de y par rapport à r, c'est sinus θ. La dérivée de y par rapport à θ, c'est r cos θ. Et la dérivée de y par rapport à z, c'est égal à 0. Et enfin, la dérivée de z, la dérivée de z par rapport à r, c'est 0, car z ne dépend pas de r. Et la dérivée de z par rapport à θ égale à 0, car z ne dépend ni de r ni de θ. Elle dépend seulement de elle-même, c'est-à-dire de z. Donc la dérivée de z par rapport à z égale à 1. Et ici, on remarque que x, y, z sont les coordonnées cartésiennes et r, θ, z sont les coordonnées cylindriques. Et si on calcule le déterminant de cette matrice-là, ça va nous donner R. Maintenant, on a la propriété suivante. Le changement de variable des coordonnées cylindriques vers les coordonnées cartésiennes est donné par la formule suivante. Donc ça, c'est la matrice jacobienne. Donc les coordonnées cartésiennes AX, AY, AZ sera égale à la matrice jacobienne multipliée par les coordonnées cylindriques, c'est-à-dire AR, Aθ et AZ. Pour les coordonnées sphériques, maintenant, on va donner la définition des coordonnées sphériques. On peut passer des coordonnées cartésiennes vers les coordonnées sphériques, c'est pas cylindrique, mais ici c'est sphérique, en utilisant le changement de variable. X égale à R sin θ cos sin phi cos θ, Y égale à R sin phi cos sin θ, et Z égale à R cos phi. Avec R supérieur à 0, c'est le rayon, phi entre 0 et pi, et θ entre 0 et 2π. Maintenant, on va essayer d'expliquer. Donc, voilà le repère orthonormé direct, c'est-à-dire voilà x, voilà y et voilà z. Maintenant, on va essayer de faire quoi? On va essayer de en déduire les coordonnées sphériques. Donc, z. Donc, voilà le point M. Donc, la projection du point M sur l'axe des OZ, l'axe des Z, ça sera le point Z. Donc, la distance entre OZ, c'est égal le cosinus de phi multiplié par R. Donc, le rayon de la sphère, c'est R. Donc, R fois le cosinus de phi sera égal à OZ. C'est-à-dire que Z sera égal à R cos phi. Voilà Z sera égal à R fois le cosinus de l'angle phi. Avec phi va varier entre 0
et pi. Maintenant, la projection de M sur le plan X, O, Y sera ce petit point, donc ce point-là, de θ. Donc, X sera égal à R sinus phi, c'est sinus de phi, fois le cosinus de θ. Et Y, ça sera cette distance multipliée par sinus de θ, c'est-à-dire R cos, non, R sin phi sinus θ. Donc X sera R sinus phi cos θ, Y égale à R sinus phi sinus θ, et Z égale à R cos phi. Pourquoi? Car la distance entre O et la projection de M égale à R fois sinus de phi. Donc ici, on va multiplier par cos θ, et ici, ça sera cette distance-là multipliée par sinus de θ. Et ainsi, on a obtenu le changement de variable suivant, c'est-à-dire x égale à R sinus phi cos θ, y égale à R sinus phi sinus θ, et z égale à R cos phi. Avec R, c'est le rayon de la sphère. θ peut varier entre 0 et 2π, et phi, elle va varier entre 0 et pi. Maintenant, la matrice jacobienne de la sphère est donnée par J sera de la même façon, c'est-à-dire la dérivée de x par rapport à R et phi et θ, la dérivée de y par rapport à R, phi et θ, et la dérivée de z par rapport à R, phi et θ. Donc si on dérive x par rapport à R, ça sera sinus phi cos θ. La dérivée de y par rapport à R, c'est sinus de phi sinus θ. Et la dérivée de z par rapport à R, ça sera le cos de phi. Maintenant, si on dérive par rapport à phi, on aura R cos phi cos θ, R cos phi sin θ. Et ici, on aura moins R sinus phi, car la dérivée de cosinus sera sinus. Et maintenant, on va dériver par rapport à θ. Donc ici, ça sera moins R sinus phi sinus θ, R sinus phi cos θ, et ici sera égal à 0, car Z égale à R cos phi, donc elle ne dépend pas de θ, donc la dérivée de Z par rapport à θ sera égale à 0. Et si on calcule le déterminant de cette matrice-là, sera égal à R au carré sinus de phi. Maintenant, on va essayer de voir l'autre partie de cette séance, c'est-à-dire les opérateurs. Soit R3, un repère ou un espace vectoriel, l'espace euclidien orienté de dimension 3 rapporté à un repère orthonormé direct, et soit oméga un ouvert de R3, c'est-à-dire une partie ouverte de R3. Soit F un son scalaire défini sur oméga, donc soit F une application de oméga à valeur dans R. F est une application de oméga à valeur dans R élite de classe C1. Le gradient de F, noté grade F, est un son de vecteur, c'est-à-dire un vecteur défini par, pour tout point M défini par les coordonnées x, y, z appartenant à oméga, le gradient de F, c'est la dérivée de F par rapport à x au point M, la dérivée
de f par rapport à y au point M, c'est-à-dire au point x, y, z, et la dérivée de f par rapport à z au point M, c'est-à-dire au point x, y, z. Proposition, on dit qu'un son de vecteurs v qui est de coordonnées p, q et r est un son de gradient sur oméga si et seulement si il existe un son de scalaire tel que v de x, y, z sera égal au gradient de f de x, y, z. Donc on dit que v est un son de gradient s'il existe un son de scalaire f de x, y, z tel que v sera égal au gradient de f. C'est-à-dire que P sera égal à la dérivée de f par rapport à x, Q sera égal à la dérivée de f par rapport à y, et R sera la dérivée de f par rapport à z. Donc on dit que V est un son de gradient s'il existe un son de scalaire f tel que V égale le grade de f pour tous les points x, y, z. Maintenant, on va essayer de voir la remarque suivante. Si V est un vecteur, un son de vecteurs, P, Q et R est un son de gradient, alors la forme différentielle oméga qui est égale à P dx plus Q dy plus R dz est une forme exacte. C'est-à-dire que si V égale le grade de f, alors oméga sera égal à la différentielle de f. C'est-à-dire, c'est quoi la différentielle de f? C'est-à-dire la dérivée de f par rapport à x fois dx plus la dérivée de f par rapport à y dy plus la dérivée de f par rapport à z dz. Donc on dit qu'une forme différentielle oméga est exacte si il existe f tel que oméga égale à dr. Donc si v est un son de gradient, alors il existe un f tel que v sera égal au grade f, et puisque v égale à p qr, alors la forme oméga égale à p dx plus q dy plus r dz est une forme exacte, c'est-à-dire que oméga sera égal à df. Pour le deuxième point, si v égale gradient de f, alors on dit que f est un potentiel scalaire du son de vecteur v. Et aussi, les lignes du son de vecteur v sont les trajectoires orthogonales à la surface du niveau f. Les surfaces de niveau f, c'est-à-dire l'ensemble des points M tels que f de M égale à une constante lambda. Et on dit que ces surfaces de niveau sont équipotentielles, c'est-à-dire, par exemple, si vous prenez lambda égale à 0, Fm, l'ensemble des points M, tels que f de M égale à 0, est une surface de niveau 0. Fv et les lignes de son vectoriel, du son vectoriel V sont les trajectoires orthogonales à la surface de niveau 0. Et ainsi de suite pour sa constante lambda supérieure à 0. Et pour les propriétés, on considère le gradient pour les coordonnées cartésiennes est donné par la formule suivante. La dérivée de f par rapport à x, la dérivée de f par rapport à y et la dérivée de f par rapport à z. Pour les coordonnées cylindriques, le gradient de f sera la dérivée de f par rapport à x, 1 sur r, la dérivée de f par rapport à θ,
et la dérivée de f par rapport à z, avec θ va varier entre 0 et 2π. Et pour les coordonnées sphériques, le gradient de f s'exprime sous la forme suivante. La dérivée de f par rapport à r, 1 sur r, la dérivée de f par rapport à l'angle phi, et 1 sur r sinus phi, la dérivée de f par rapport à θ. Maintenant, on va essayer de donner quelques définitions et propriétés sur l'opérateur rotationnel. Donc, soit V égale à PQR, un somme de vecteurs de classe C1, c'est-à-dire P est une fonction continue et dérivable au moins une fois, Q est une fonction continue et dérivable une seule fois, au moins une seule fois, et R est une fonction continue et dérivable au moins une seule fois. On appelle le rotationnel du vecteur V le somme de vecteurs sur oméga défini par, pour tout point x, y, z appartiennent à oméga, le rotationnel du vecteur V au point M, c'est le gradient, le produit vectoriel entre le gradient et le vecteur V au point M. Le vecteur gradient ou nabla, c'est la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y, la dérivée par rapport à z, fois le produit vectoriel de v, c'est-à-dire p, q, r au point M. Et si on fait le produit vectoriel, ça sera la dérivée de r par rapport à y moins la dérivée de q par rapport à z. Le deuxième, ça sera la dérivée de p par rapport à z moins la dérivée de r par rapport à x. Et le troisième, ça sera la dérivée de q par rapport à x moins la dérivée de p par rapport à y. Et ça, c'est le rotationnel du vecteur v qui est égal à pqr. Et l'opérateur avec lequel on a fait le produit vectoriel est appelé nabla, et il est égal à la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à y et la dérivée par rapport à z. Aussi, on a les propriétés suivantes. On sait que le dérivé du vecteur v par rapport à x, c'est la dérivée de la première composante p par rapport à x, la dérivée de la deuxième composante q par rapport à x et la dérivée de la troisième composante r par rapport à x. De même, on a la dérivée de v par rapport à y, c'est la dérivée de p par rapport à y, dérivée de q par rapport à y, dérivée de r par rapport à y. Et la dérivée de v par rapport à z, c'est la dérivée de p par rapport à z, dérivée de q par rapport à z et la dérivée de r par rapport à z. Alors, le rotationnel de v, c'est égal le produit vectoriel de i fois la dérivée de v par rapport à x, plus le produit vectoriel de z par rapport à la dérivée de v par rapport à y, plus le produit vectoriel du vecteur k, fois le produit vectoriel de la dérivée de v par rapport à z. Aussi, on a la propriété suivante. Le somme de vecteur p qui est égal à p, le somme de vecteur v qui est égal à pqr est de classe C1 et un champ de rotationnel si et seulement si il existe un champ de vecteur f tel que le rotationnel de f sera égal à v. Donc on dit qu'un champ de vecteur v est un champ rotationnel s'il existe un champ de vecteur f tel que v égale rotationnel de f. Et on dit que v dérive d'un potentiel vecteur f. Ici, on a dit que v dérive
d'un son, d'un son scalaire f, v dérive d'un son scalaire f, et ici on dit que v dérive d'un son scalaire f si v égale grade f, et on dit que v dérive d'un d'un potentiel vecteur f si v égale rotationnel de f. Maintenant, on va essayer de voir la remarque suivante. On a si le rotationnel de v égale à 0, alors il existe un son scalaire f tel que v égale gradient de f. Donc, si le rotationnel de v égale à 0, alors v est un son de gradient, c'est-à-dire il existe un potentiel scalaire f tel que v égale grade de f. Donc, cette remarque est très importante. Par exemple, si vous avez un vecteur v et vous voudrez savoir est-ce que v est un son de gradient, il suffit de calculer le rotationnel. Donc, si le rotationnel de v égale à 0, donc v est un son de gradient et il existe f, un son scalaire, tel que v égale grade de f. Si le rotationnel de v est différent de 0, vous pouvez directement dire que v n'est pas un son de gradient et il n'existe pas un son scalaire f tel que v égale grade de f. Donc, pour vérifier est-ce que v est un son de gradient ou v n'est pas un son de gradient, il suffit de calculer rotationnel de f. Si rotationnel de v égale à 0, alors v est un son de gradient et il existe un son scalaire f tel que v égale grade f. Si rotationnel de v est différent de 0, alors v n'est pas un son de gradient et il n'existe pas un son scalaire f tel que v égale grade de f. Maintenant, on va essayer de voir les différentes représentations du rotationnel dans les repères. Donc, si on considère les coordonnées cartésiennes, alors le rotationnel de v avec v égale à r pq à pqr, alors le rotationnel de v sera la dérivée de r sur la dérivée de r par rapport à y moins la dérivée de q par rapport à z, et la dérivée de p par rapport à z moins la dérivée de r par rapport à x, et la dérivée de p par rapport à x moins la dérivée de q par rapport à x moins la dérivée de p par rapport à z. Donc ça, c'est le rotationnel de v avec v égale à pqr pour les coordonnées cartésiennes. Pour les coordonnées cylindriques, soit v un vecteur qui est égal à pqr pour les coordonnées cartésiennes, et pour les coordonnées cylindriques, il sera égal à pr fois ar plus qθ fois aθ plus r fois k. Donc pr, qθ et r sont les coordonnées cartésiennes du vecteur v. Alors le rotationnel de v sera égal à 1 sur r, la dérivée de grand R par rapport à θ, moins la dérivée de q de θ par rapport à z. Le deuxième composant sera la dérivée de p de r par rapport à z, moins la dérivée de grand R par rapport à r. Et le troisième composant sera 1 sur r, la dérivée de r q de θ par rapport à r, moins la dérivée de p de r par rapport à θ, avec pr et qθ et r sont les coordonnées cylindriques du vecteur v. Et maintenant, pour les coordonnées sphériques, de la même façon, on a v sera égal à pr plus qθ plus rθ, avec pr et qθ et rθ sont les coordonnées du vecteur v pour les coordonnées sphériques.
Alors, alors le rotationnel de V sera égal à 1 sur R cos θ, la dérivée de R phi sin θ par rapport à θ, moins la dérivée de Q de θ par rapport à phi. Aussi 1 sur R fois 1 sur sinus θ, la dérivée de P de R par rapport à phi, moins la dérivée de R fois R phi par rapport à R. Et le dernier composant, c'est 1 sur R, la dérivée de R Q de θ par rapport à R, moins la dérivée de de P de R par rapport à θ, avec PR, Q, θ et R phi sont les coordonnées du vecteur V pour les coordonnées sphériques, ou le coordonnée sphérique du vecteur V. Maintenant, on va définir l'opérateur divergentiel. On appelle divergence de V avec V est un vecteur qui est égal à PQR, et cette divergence sera notée div de V, le son scalaire, défini sur oméga par. Divergence de V, c'est la dérivée de la première composante de V par rapport à X, plus la dérivée de la deuxième composante de V par rapport à Y, plus la dérivée de la troisième composante de V par rapport à Z, c'est-à-dire dérivée de P par rapport à X, plus dérivée de Q par rapport à Y, plus dérivée de R par rapport à Z. Ou aussi, on peut le voir sous la forme la dérivée du vecteur V par rapport à X multipliée par le vecteur I, la multiplication scalaire, plus le produit scalaire entre la dérivée de V par rapport à Y et le vecteur Z, plus la dérivée du vecteur V par rapport à Z fois le vecteur K, avec I c'est égal à 1, 0, 0, J égale à 0, 1, 0, et K égale à 0, 0, 1. Maintenant, on a une remarque. Il est facile de vérifier que pour tout son de vecteurs V dans R3, on a la divergence du rotationnel de V égale à 0. Donc, si V est un vecteur quelconque de R3, alors la divergence du rotationnel de V sera égale à 0. Et on va utiliser ça et on va dire si divergence de V égale à 0, alors il existe un son de vecteur U tel que V sera égal rotationnel de U. C'est-à-dire que V dérive d'un potentiel vecteur U. Donc, si vous avez la question, est-ce que V dérive d'un potentiel vecteur, ou si V est un son rotationnel, il suffit de calculer divergence de V. Donc, si divergence de V égale à 0, vous dites que V est un son rotationnel, c'est-à-dire il existe un son de vecteur U tel que V égale rotationnel de U. Ici, le divergence de V est différent de 0, alors vous pouvez dire que V n'est pas un son rotationnel, c'est-à-dire il n'existe pas un son vectoriel U tel que V égale rotationnel de U. Et ça, c'est très important pour dire est-ce que V est un son rotationnel ou V n'est pas un son rotationnel. Il suffit de calculer divergence de V. Et maintenant, on a les propriétés suivantes. Pour les coordonnées cartésiennes, si V égale PQR, alors divergence de V sera égale la dérivée de P par rapport à X, plus la dérivée de Q par rapport à Y, plus la dérivée de R par rapport à Z. Pour les coordonnées cylindriques, si V égale PR à R plus Q θ à θ plus R fois K, avec PR et Qθ et R sont les coordonnées cylindriques de V, alors la divergence de V sera égale à la dérivée de P de R par rapport à R,
plus 1 sur R, la dérivée de Q de θ par rapport à θ, plus la dérivée de R par rapport à Z. Et maintenant, si V égale à PR à R, plus θ, Q de θ à θ, plus R phi à phi, avec PR, Qθ et R phi sont les coordonnées sphériques de V, alors la divergence de V sera égale à 1 sur R au carré, la dérivée de R au carré PR par rapport à R, plus 1 sur R sinus θ, la dérivée par rapport à θ de sinus θ d de θ, plus 1 sur R sinus θ, la dérivée de R phi par rapport à phi. Et maintenant, on va aussi définir l'opérateur laplacien. L'opérateur laplacien, donc on a deux types d'opérateurs laplaciens. Il y a l'opérateur laplacien scalaire et l'opérateur laplacien vectoriel. L'opérateur laplacien scalaire, il agit sur les potentiels scalaires. C'est-à-dire que Laplacien de f, avec f est un potentiel scalaire, égale div du grade de f. Et l'opérateur, donc ça sera un scalaire. Et l'opérateur laplacien vectoriel, il agit sur un vectoriel, sur un vecteur, c'est-à-dire v est un son de vecteur. Et il est défini par Laplacien de v, c'est-à-dire le gradient de la divergence de v. Et il est égal aussi au rotationnel de v. Et pour les coordonnées cartésiennes, on a Laplacien de f égale à la dérivée seconde de f par rapport à x, deux fois, plus la dérivée deux fois de f par rapport à y, plus la dérivée deux fois de f par rapport à z. Pour les coordonnées cylindriques, le Laplacien de f sera égal à 1 sur r, la dérivée par rapport à r de r, fois la dérivée de f par rapport à r, plus 1 sur r au carré, la dérivée seconde de f par rapport à θ, plus la dérivée seconde de f par rapport à z. Pour les coordonnées sphériques, la dérivée, le Laplacien de f sera égal à 1 sur r, la dérivée seconde de r fois f par rapport à r, plus 1 sur r au carré sinus θ, la dérivée par rapport à θ de sinus θ, la dérivée de f par rapport à θ, plus 1 sur r au carré sinus θ au carré, la dérivée d'ordre 2 de f par rapport à phi. Et si v égale à PQR, alors le Laplacien vectoriel en coordonnées cartésiennes de V est donné par le Laplacien de V, c'est égal au vecteur composé de Laplacien de P, Laplacien de Q, Laplacien scalaire de R. Et le Laplacien scalaire de P, c'est la dérivée seconde de P par rapport à X, plus la dérivée seconde de P par rapport à Y, plus la dérivée seconde de P par rapport à Z. Et le Laplacien scalaire de Q, c'est la dérivée seconde de Q par rapport à X, plus la dérivée seconde de Q par rapport à Y, plus la dérivée seconde de Q par rapport à Z. Et le Laplacien scalaire de R, c'est la dérivée seconde de R par rapport à X, plus la dérivée seconde de R par rapport à Y, plus la dérivée seconde de R par rapport à Z. Ainsi, on aura terminé cette partie du deuxième chapitre. Merci pour votre attention.